Donc, bonjour à tous et merci beaucoup. Nous sommes ravis de vous accueillir pour le 14e séminaire de l'Observatoire des territoires d'industrie, organisé conjointement avec le séminaire Aventure industrielle de l'École de Paris du Management. Et nous consacrons le séminaire d'aujourd'hui au territoire niortais au Val-de-Sèvres, donc situé dans les Deux-Sèvres, en Nouvelle-Aquitaine. Nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Louis-Marie Bello, président de Bello Minoterie, Monsieur Daniel Joly, président de la communauté de communes au Val-de-Sèvres, Monsieur Gérard Lefebvre, vice-président au développement économique de Niort Agglomération, et Monsieur Nicolas Pouvreau, directeur général de Canamétal. Je vais à présent donc m'adresser à l'ensemble des intervenants. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce séminaire. Le territoire niortais au Val-de-Sèvres donc présente un héritage industriel fort, alors même que on le connaît plutôt pour son économie tertiaire. Donc les questions que j'ai envie de commencer à vous poser sont les suivantes, à savoir quelles sont les activités historiques du territoire, comment s'expriment-elles aujourd'hui et quelles sont les entreprises pépites de votre territoire. Je vais peut-être commencer par Monsieur Lefebvre, si vous le voulez bien, pour commencer une rapide présentation du territoire industriel niortais au Val-de-Sèvres. Oui, je veux bien. Effectivement, il y a une connaissance forte du territoire niortais au Val-de-Sèvres et surtout niortais pour pas mettre, pas forcément pour nous mettre en avant, mais parce que le territoire niortais, c'est un territoire de mutuelle, activité tertiaire forte. Mais à travers notre volonté de mettre en valeur l'industrie, on veut faire savoir que le Niortais et le Haut-Val-de-Sèvres, c'est aussi un territoire d'industrie, avec des industries performantes et des industries anciennes, qui sont évidemment liées au secteur rural dans lequel nous nous trouvons. Il y a des activités agroalimentaires, des activités liées au bois, mais également des activités liées à la métallurgie et quelques activités qui peuvent surprendre dans un territoire comme le Niortais liées à l'aéronautique. Nous avons sur le Niortais deux usines d'aéronautique, aujourd'hui Safran Aerospace et Leach International, qui, à travers leur présence, font que la plupart des avions qui volent encore, malgré la crise, dans le monde, sont des avions qui disposent d'une câblerie électrique et électronique fabriquée à Niort, soit chez Safran, soit chez Leach International. Donc tout ça, il faut le faire savoir. On a aussi des pépites du genre, sans faire offense aux autres, mais du genre Pujula, qui est une entreprise traditionnelle du Niortais, qui a été rachetée par un investisseur il y a quelques dizaines d'années et qui a réussi à la faire prospérer, à la développer pour en faire aujourd'hui un leader des évacuateurs de fumée, aussi bien dans le domaine industriel que dans le domaine de maisons individuelles. Donc il y a beaucoup d'entreprises industrielles de taille entreprises intermédiaires, les fameuses ETI, dont notamment Pujula, des entreprises qui appartiennent à des grands groupes industriels comme celles que je viens de citer, Safran et Leach, et puis des entreprises PME, voire TPE, qui, elles aussi, arrivent à tirer leur épingle du jeu, parce que ce sont des entreprises soit qui sont dans le domaine de la sous-traitance et qui savent s'adapter, ou des entreprises qui sont sur des créneaux où leur agilité leur permet de gagner des marchés. Donc, à travers l'existence de tout ce tissu industriel, on a souhaité, l'agglomération a souhaité, de par sa compétence économique, mettre en valeur ces richesses industrielles et de mettre en réseau, surtout, je pense qu'on en parlera par la suite,
de mettre en réseau les industriels de façon à ce qu'il y ait plus d'échanges, plus de force collective pour exister sur ce territoire et surtout se développer euh, économiquement et se développer aussi bien sur le territoire national, européen ou international. Merci beaucoup, Monsieur Joly. Est-ce que vous voulez nous parler de l'héritage industriel de votre territoire? Oui, bien sûr, avec plaisir. Nous, sur le Haut Val-de-Sèvres, on est, d'abord un petit peu partagé entre 2 choses. Une partie, plutôt logistique sur l'ouest du territoire et une partie agroalimentaire à l'est du territoire. Pour autant, il y a quelques industries qui sont aussi très importantes sur notre territoire. Pas du tout d'aéronautique, chez nous, hein. On est plutôt vers une industrie, alors, avec 2 axes. Une 1re dans la plutôt métallurgie avec des entreprises, spécialisées dans les rails pour Placo. Je pense à PSI ou même, DEA qui font aussi, des portes, des fenêtres, des ouvertures. Je pense que KZ, ça parle à tout le monde et donc c'est chez nous. Dans l'agroalimentaire, bah, évidemment, je pense que Louis-Marie sera mieux placé que moi pour parler d'une minoterie, qui date de 1800, et quelques. Mais au-delà de ça, on a, le groupe, Soignon qui est connu mondialement également, qui est sur notre territoire. On a, l'Acoperle qui est un abattoir et qui est, l'abattoir, qui a encore, enfin le dernier abattoir dans notre enfin, à la limite de notre région qui a la labellisation, pardon, jambon de Bayonne. Donc voilà beaucoup de choses très importantes. Une que je ne veux pas oublier non plus, qui fait partie, elle aussi, d'un grand groupe, c'est la société Vim. Le groupe, c'est ABB, mais c'est une entreprise qui fait de la ventilation, quasiment exclusivement pour des gros marchés, enfin pas de la VMC de maisons d'habitation, mais plutôt des choses pour des bâtiments de beaucoup plus grosse taille, des entreprises, avec un véritable savoir-faire, avec du double flux, avec de la récupération d'énergie. Enfin voilà, on a beaucoup de choses aussi très importantes sur ce territoire. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à présent à Monsieur Bello, donc référent industriel du territoire, pour qu'il nous présente son entreprise. Bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, Louis-Marie Bello, je suis président de Bello Minoterie, qui est une entreprise familiale de production de farine. Et nous sommes implantés sur le même site depuis 1789, pour être très exact. Et donc l'entreprise se transmet de père en fils depuis plusieurs générations. Alors effectivement, nous avons un ancrage territorial fort et nous sommes attachés à cette région et preuve en est par les regroupements d'industriels et les différentes réunions que nous avons eues via territoire d'industrie. Le département regroupe la farine nous concernant, les œufs pas très loin de chez nous, le beurre et le lait. Et on a vraiment donc sur le territoire un certain nombre d'entreprises agroalimentaires, pour certaines connues effectivement à l'international, qui rayonnent. Et le dispositif territoire d'industrie nous a permis, pour certains même, de se rencontrer et de créer des synergies qui n'existaient pas jusqu'alors, que ce soit dans le commerce ou alors dans certaines problématiques et projets d'avenir que nous partageons maintenant sous format de réunions et de petits déjeuners. Merci. Monsieur Pouvreau, vous êtes donc directeur de Canamétal. Est-ce que vous pouvez également présenter votre entreprise? Vous êtes aussi référent industriel du territoire. Oui, bonjour. Ouais, donc Canam Metal est bien un référent de New York Industries, et nous intervenons, nous, dans le domaine de la construction métallique et en particulier pour le bâtiment, donc positionné dans la sidérurgie mais la métallurgie. Mais avant de parler uniquement de Canam Metal, en tant que référent, je voulais apporter un petit témoignage à ce groupement de New York Industries, où j'ai eu l'occasion de rencontrer justement des différents types d'entreprises, et j'ai été assez impressionné par la diversité, la dynamique, et dont certains sont même leaders de leur marché, et créateurs d'emplois
qui est d'ailleurs un des sujets importants qu'on a pu traiter ensemble. Et puis, en collaboration, tout ça avec nos organisations professionnelles, dont l'UMM qui représente l'industrie et avec lequel on est assez dynamique. Donc, ouais, un territoire vraiment très, très, très dynamique et j'étais donc agréablement surpris, étant pas de la région initialement. J'ai pu découvrir toutes ces entreprises. Alors, Canam Metal est un petit peu moins ancien que le témoignage précédent, mais on fête nos 60 ans. 60 ans de construction métallique, mais 60 ans où l'entreprise a vraiment évolué. Au départ, c'était plutôt pour des opérations locales et au fur et à mesure du temps, on a pris de l'ampleur. On est parti sur des opérations de plus en plus prestigieuses, à valeur ajoutée. Et si vous voulez, de l'usine qui est vraiment en centre-ville de Niort, presque, hein, c'est à la avenue de La Rochelle, la plupart des stades en France sortent de l'usine de Niort. Donc on ne le sait pas parce qu'on est sous-traitant, mais admettons le stade de Bordeaux, le stade de Nice, voilà, tous les grands stades sortent de l'usine de Niort. Et puis voilà, on fait des complexes sportifs, des salles de spectacle, voilà quoi. Donc quand les gens rentrent dans notre usine de 20 000 mètres carrés, ils tombent souvent sur les fesses en disant mais il y a ça à Niort, c'est incroyable. Merci beaucoup pour ces présentations de votre territoire. Je vous propose de passer à présent sur un thème qui fait l'objet de 3 fiches actions du dispositif territoire d'industrie, celui du recrutement et de la formation. Donc je me tourne vers l'ensemble des intervenants. Peut-être on peut commencer à nouveau avec Monsieur Lefebvre. Quels sont les projets qui sont mis en place aujourd'hui pour améliorer l'attractivité du territoire en matière de recrutement et de formation? Quelles sont les actions qui sont entreprises pour créer du lien avec les étudiants? Par quel biais informer des compétences recherchées? Et quelle est la logique derrière la création d'écoles de formation? Monsieur Lefebvre. Alors, pour rendre un territoire attractif, notamment pour les industriels, il faut un certain nombre d'atouts, il faut de la place pour que l'industriel puisse se développer ou s'installer. Il faut trouver des salariés qualifiés. On parlera du reste, de l'environnement de salariés par la suite. Mais bon, la place, nous l'avons. On en parlera aussi par la suite sur les terrains industriels disponibles très rapidement à travers un dispositif national. Il y a d'abord le recrutement, trouver les salariés qualifiés. C'est vrai que les entreprises, notamment industrielles, nous ont alertés depuis pas mal de temps sur leurs difficultés à recruter, à pouvoir assumer les livraisons des commandes qu'ils ont réussi à obtenir dans des délais raisonnables pour leurs clients, par manque de salariés qualifiés. Donc cette thématique a été notamment traitée par la mise en place de job dating, soit au niveau d'un territoire, soit au niveau des 2 territoires. Je pense qu'avec le Haut Val-de-Sèvres, ça s'est également fait. L'idée étant de mettre en avant des besoins pour attirer de nouveaux salariés. Faire savoir également que nos 2 territoires sont des terres d'accueil d'industrie. C'est aussi un moyen de faire venir et d'attirer l'attention, parce que, comme je le disais en début de conférence, notre territoire n'avait pas cette réputation d'être un territoire industriel alors qu'il l'était déjà. Ça vient notamment du fait que nos industriels étaient discrets sur leurs performances alors qu'ils avaient d'excellentes performances. Donc faire savoir ce que nous faisons aujourd'hui à travers l'Observatoire du territoire d'industrie, c'est une démarche aussi d'attractivité. On fait savoir à nos différents interlocuteurs et à nos différents spectateurs, je vois qu'il y en a 28 qui nous écoutent, que ici, en Niortais au Val-de-Sèvres, il y a des industries qui vont bien, même en période de crise, et il y a des industries qui, aujourd'hui encore, recrutent.
Après, il y a la formation. Alors, on a comment dire, eu pour objectif d'améliorer un indicateur d'activité extrêmement intéressant et extrêmement efficace que sont la présence de formations supérieures sur notre territoire. Aujourd'hui, nous sommes en train d'augmenter fortement les effectifs d'étudiants de formation supérieure sur le territoire niortais en travaillant avec des universités déjà en place ou des universités qui souhaitent nous rejoindre ou des écoles d'ingénieurs qui peuvent accueillir des jeunes qui vont ensuite travailler en alternance dans les entreprises, voire même des écoles d'ingénieurs. Je pense à l'école industrielle de l'Estia à Bayonne qui va bientôt rejoindre le territoire niortais pour y développer des formations industrielles. Donc, tous ces éléments doivent contribuer. Alors, ça, c'est relativement long à mettre en place. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts, mais le train est lancé et notre ambition, c'est vraiment d'augmenter ces indicateurs et ces éléments d'attractivité du territoire pour le monde industriel. Merci beaucoup, Monsieur Joly. Je vous laisse compléter sur cette question du recrutement, de la formation et de l'attractivité. Alors oui, je pense que Gérard a complètement raison. L'attractivité d'un territoire passe effectivement par son dynamisme. Les job dating, on sait faire. On en avait un, nous, jeudi de la semaine dernière, en présentiel. On a réussi à le faire en présentiel et ça a été vraiment apprécié par l'ensemble des entreprises du territoire et celles qui sont venues en tout cas. Mais en parallèle, on avait aussi organisé pour toute la semaine du job dating en distanciel. On a aussi fait l'année passée, il y a presque 2 ans maintenant, c'était 2019. Et oui, on est en 2021. Donc 2019, on a fait un job dating spécifique pour une entreprise qui était une entreprise lyonnaise qui venait s'implanter sur notre territoire, qui avait besoin de 80 personnes et qui avait toutes les difficultés possibles à pouvoir faire les recrutements de Lyon pour un site sur le secteur. Donc on a organisé une journée, enfin 2 demi-journées complètes de job dating et puis de recrutement avec cette entreprise. On a eu là simplement un rôle de facilitateur, on n'a pas fait à la place, on a simplement été là pour les aider et les soutenir dans cette démarche. Ça a vraiment été plus que positif puisque les emplois ont été, enfin oui, ça a été périn et les recrutements ont pu être faits. Donc ça, c'était quelque chose d'hyper important, en tout cas pour elle. Et puis pour nous aussi, parce que de faire venir une entreprise et de pouvoir lui organiser un service de recrutement, c'était aussi un vrai challenge pour les services en interne. On a pu le faire, on a su le faire. Si on a besoin de le refaire, on le refera. Et pour nous, de travailler aussi avec l'AGLO, c'était un partenariat tout naturel. On est dans un autre contexte partenaire sur un projet alimentaire territorial qui a tout son sens aussi. Et de travailler avec des collectivités et des entreprises au-delà de notre territoire, c'est complètement naturel et en tout cas, le monde de l'entreprise ne s'arrête pas au périmètre des collectivités donc ça devrait ça doit nous parler. Nous, en tout cas, ça nous parle et on sent bien qu'on a un vrai retour plutôt positif, de toutes ces actions. Après, on est en train de mettre une box d'accueil pour les gens, mais je pense que c'est pareil sur l'agglo aussi, ou vous êtes peut-être plus en avance que nous, pour les gens qui viennent, et qui sont recrutés par les entreprises de notre territoire et pour pouvoir également offrir, des solutions à leur famille, à leurs conjoints et à leurs enfants. Est-ce que vous pouvez pardon, allez-y, allez-y. Sur la box accueil, effectivement, on a démarré ça il y a déjà quelques temps et c'est vraiment un élément important. Et avec le Val-de-Sèvres, je pense qu'on est dans le vrai en développant cet outil parce que une fois que l'entreprise est installée ou a fait son développement de bâtiment ou développement immobilier, une fois que les salariés sont recrutés, un salarié, c'est pas une personne toute seule, c'est un foyer familial qui arrive. Donc, il est aussi très important dans la décision du salarié de venir, de se déplacer sur le Niortais ou sur le Haut-Val-de-Sèvres, qu'on lui garantisse qu'il aura
de quoi installer son foyer familial, quel qu'il soit, c'est-à-dire il pourra trouver facilement une maison à acheter ou à louer, un appartement, enfin un logement en tout cas, qu'il pourra trouver des écoles pour ses enfants jusqu'à l'enseignement supérieur, élément d'attractivité encore une fois très important, qu'il pourra trouver un système, un service médical avec pourquoi pas des spécialités qui pourront être très utiles pour son foyer familial. Il y aura des loisirs. On est dans un territoire qui est quand même agréable à vivre, avec de la culture, avec des loisirs verts, mais aussi des loisirs d'eau, parce qu'on n'est pas très loin de la mer. Donc tout cet environnement-là, il faut être capable de le mettre en valeur et être capable de lui faire toucher du doigt à travers cette box. C'est-à-dire qu'on va lui garantir de résoudre tous ces problèmes d'installation et de prendre en compte ses attentes pour pouvoir lui trouver les bonnes solutions pour ses enfants, pour lui-même, pour son épouse, et pourquoi pas trouver un emploi pour le conjoint ou la conjointe lorsque le salarié a pris sa décision. C'est quelque chose qu'on a mis en place et qui, aujourd'hui, fonctionne bien. Je pense qu'Emmanuelle Berry, qui est la cheville ouvrière de cette box, pourra ajouter quelques mots si elle le souhaite. Oui, effectivement, ça fait, pour compléter votre propos, ça fait donc 2 ans maintenant qu'on a lancé, cette box. Alors à la demande des industriels au départ et finalement on a élargi, et c'était très bien. Les mutuelles notamment nous ont demandé de leur en faire bénéficier et c'est, j'allais dire gagnant-gagnant parce qu'effectivement, au sein de nos entreprises industrielles, il y a des profils qui arrivent et qui viennent avec, une famille dont, le conjoint n'a pas forcément un profil industriel et ça tombe bien puisqu'il y a vraiment beaucoup de postes à pourvoir. Si, les gens qui nous écoutent vont d'ailleurs sur le site de Niort Agglo, vous avez, toutes les offres disponibles. Actuellement, vous en avez 700 rien que sur le territoire de Niort Agglo. On peut aussi faire la recherche en incluant d'ailleurs le Haut-Val de Sèvres. Donc avec le Haut-Val de Sèvres, je pense qu'on dépasse les 1000 offres actuellement disponibles et c'est important pour nous, à travers cette box accueil, de rassurer les futurs salariés et ce qu'on propose, c'est dès la phase de recrutement, il y a des personnes qui viennent d'assez loin, ceux qui sont en local, c'est différent, mais ceux qui viennent de plus loin et notamment des grandes villes, c'est dès le moment de l'entretien qu'on peut accompagner l'entreprise. L'entreprise va vendre son offre, de travail, son cadre d'emploi et nous, on vend le territoire et on propose dès ce stade une mini découverte du territoire, pour aider vraiment à «ferrer» entre guillemets ce candidat et puis s'il franchit le pas, on déroule, finalement tout ce qu'on lui a fait «miroiter» entre guillemets, mais c'est vraiment très apprécié et pour vous donner une idée sur tous les volets d'accompagnement qu'évoquaient, monsieur Lefebvre et monsieur Joly, c'est d'abord le logement en premier parce que, ben, faut atterrir quelque part effectivement et puis, c'est, l'emploi du conjoint qui est forcément une grande crainte. Après on a des cas particuliers et c'est vraiment, je pense, un plus de pouvoir y répondre. Quand j'entends cas particulier, ça peut être quelqu'un qui a une maladie chronique, il a besoin de savoir qu'il va trouver tout le panel, de praticiens et ça, c'est pas une garantie. Donc nous, on travaille en amont avec, l'hôpital notamment, mais pas que, pour, prévoir dès le début. Après, la personne vient ou ne vient pas, mais elle est assurée avant qu'elle aura tous les praticiens et ça, c'est forcément une aide importante pour passer le pas. Voilà, donc pour vous dire, en 2 ans, on a accompagné 70 salariés nous concernant, et dont, du coup, deux tiers sur l'industrie et un tiers, dans le tertiaire. Merci Madame Berry, donc chargée de mission développement des filières industrie et logistique à la communauté d'agglomération de Niort. Si je me tourne vers Monsieur Pouvreau, vous avez créé une école de formation au sein de votre entreprise. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette démarche et expliquer les raisons peut-être aussi de cette démarche? Oui. Alors, bon, alors déjà cette problématique de recrutement, c'est vraiment, un sujet commun, quand on se retrouvait, dans les réunions en Niort Industrie, on avait tous cette problématique. On est même devenus des concurrents sur le sujet, mais tout ça dans un bon esprit, heu et évidemment en collaboration avec, Emmanuel Berry. Hem, Canam Metal déjà chaque année fait l'effort, de prendre, dans sa structure ou des stagiaires, ou des apprentis. Donc ça c'est important même dans une période compliquée. On a régulièrement des jeunes chez nous pour leur faire découvrir notre métier, puis aussi les autres services. Nos portes sont toujours ouvertes, donc on a pas mal d'associations,
diverses qui viennent découvrir notre métier. Ça permet que les gens découvrent un peu ce qui peut être fait dans une entreprise comme la nôtre. Et puis, en effet, on a créé en 2015 l'école Canam Metal. Donc, la première année, c'était en collaboration avec Pôle emploi et puis l'Institut de soudure niortaise. Donc l'idée, c'était, il y avait comme un appel d'offres. Pôle emploi faisait un appel d'offres, et puis sur 80 candidats qui pouvaient se présenter avec des différents tests, on sélectionnait à peu près une douzaine de personnes. Enfin, on sélectionne une douzaine de personnes, parce qu'on le fait depuis 2015, mais même si la démarche a un petit peu changé, l'idée est la même. Et puis, ces 12 personnes, pendant 6 mois à peu près, on leur dispense une formation professionnelle ponctuée à la fin d'un diplôme interne, et puis un contrat de professionnalisation. Et si ça a bien marché, avec un tuteur, à l'issue de ce contrat de professionnalisation, eh bien un CDI. Donc, on fait ça depuis plusieurs années. Ce qu'on constate ces dernières années, c'est que ça devient compliqué de trouver des candidats. Donc, bon, on essaye un petit peu de diversifier notre filière, je dirais, de recrutement. Mais si vous avez des idées de ce côté-là, nous, on sera intéressés, parce que fin d'année, on va avoir encore une session, mais elle est pas complète. Après, bon, c'est vraiment intéressant, même si sur les 12 personnes, en général, à la fin du cycle, on en conserve 50. Pas seulement de notre fait, hein, aussi parce que des gens décrochent. Et sur ces 50%, allez, à moyen long terme, on peut considérer qu'on en conserve 30%. Donc c'est quand même lourd, c'est quand même du temps, de l'énergie, mais ceci dit, ça en vaut la peine quand même, parce que voilà, on récolte quelques beaux fruits, dont la première session qui est en train de devenir un peu notre chef d'atelier. Donc, vous voyez, il y a quand même des bels espoirs dans ces démarches. Merci. Monsieur Bello, dans l'industrie agroalimentaire, rencontrez-vous aussi des problèmes de recrutement? Alors, des problèmes de recrutement, oui, et la particularité de notre entreprise, peut-être, c'est qu'on est passé en l'espace de 5 ans de 70 à 90 salariés. Donc, il a fallu recruter ces 20 personnes supplémentaires, et aussi remplacer dans des cas de départ à la retraite, et puis ou départ naturel de l'entreprise. Alors, pour ce qui concerne notre métier de meunier très spécifiquement, on travaille avec l'école de meunerie. Il y en a 2 en France, hein, dont une qui est dans un département voisin. Mais un moulin, c'est pas uniquement des meuniers, c'est d'ailleurs très peu de meuniers, puisqu'on a 4 meuniers pour faire tourner le moulin toute l'année. Et le reste de nos 90 salariés, ce sont des conducteurs de poids lourds, des caristes, des commerciaux, des techniciens de laboratoire, des agents de maintenance. Et pour ne citer que ces métiers-là, ce sont ceux peut-être sur lesquels nous avons le plus de mal à recruter, et qui représentent pourtant la majeure partie de nos équipes. Et donc, j'en arrive au job dating, qui effectivement est très, très attendu par notre service RH. Nous y avons participé plusieurs fois, et nous avons souvent trouvé donc des collaborateurs avec lesquels travailler, qui font toujours partie de nos équipes. Et pour vous donner les quelques mots de ma RH, le job dating, c'est vraiment un moment de bonheur, autant pour les personnes qui cherchent un emploi que pour les services de recrutement, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises qui se retrouvent dans ces événements, et aussi du coup qui attirent beaucoup de candidats qui, sans vraiment savoir ce qu'ils vont trouver, découvrent beaucoup d'entreprises dont ils n'avaient jamais entendu parler sur leur territoire. Nous, on est implantés depuis très longtemps ici, mais on a encore des personnes à quelques kilomètres qui ne connaissent pas l'entreprise, ou qui ne connaissent pas les métiers que nous recrutons. Et on trouve du coup à collaborer avec des personnes locales grâce à ce job dating. Et on a plusieurs personnes donc qui ont été recrutées à l'issue de ces rencontres.
Concernant la box d'accueil, ça a été tout de suite, par notre petit groupe d'industriels, ça a été tout de suite une idée qui a été adhérée par l'ensemble des participants, parce que effectivement, nous, en tant que recruteurs et chefs d'entreprise, on a joué ce rôle, et on le joue toujours d'ailleurs, dans le cas d'un recrutement, c'est-à-dire, on pose la question aux candidats qui sont d'une région extérieure de savoir si leurs conjoints souhaitent se déplacer aussi avec eux dans la région, si ils ont des enfants et éventuellement si on peut les aider à trouver une école ou un médecin, etc. Et je vois souvent mon service RH jouer ce rôle-là, même dans l'immobilier, de donner les bons contacts pour trouver un logement, de donner les bons contacts pour trouver un médecin, et de partager d'ailleurs avec d'autres services RH, d'autres entreprises, des annonces potentielles pour trouver un travail au conjoint, etc. Donc, on joue ce rôle-là avec plaisir. Ça prend effectivement du temps. Et la proposition de la communauté de communes issue donc de ce regroupement territoire d'industrie de travailler sur une box d'accueil qui nous permettrait, même pas dès la rencontre du candidat, mais bien avant, c'est dès la parution de l'annonce, de mettre en avant notre territoire et tous les dispositifs qui existent pour y venir travailler et y vivre dans de bonnes conditions. Ça a été adopté par l'ensemble des industriels. Et donc, on a une première version là qui est en test sur certains recrutements et on l'attend avec impatience pour pouvoir la diffuser. Monsieur Berry, je vous donne la parole. Vous aviez une question sur la box accueil. Oui, je suis très intéressé par le fonctionnement, par la box. J'aurais voulu savoir un petit peu plus de précisions sur son fonctionnement. Par exemple, quand est-ce que vous consultez quelqu'un? Est-ce que c'est l'entreprise qui vous prévient qu'elle est en train de faire une embauche? Enfin, elle fait une démarche. Et est-ce qu'elle vous met en contact avec les personnes? Est-ce que ensuite vous prenez contact, vous leur donnez rendez-vous? Et ça, c'est le premier point. Comment amorcez-vous le contact avec des candidats potentiels? Et ensuite, quand vous avez, je suppose que vous avez discuté de leurs besoins, comment est-ce que vous organisez pour la recherche d'emploi, par exemple pour la conjointe? Est-ce que vous êtes en relation, vous avez des réseaux? Est-ce que vous fonctionnez uniquement par annonce? Est-ce que vous êtes en relation avec le Pôle emploi? Je suis très intéressé de savoir un petit peu comment marche le dispositif et si c'est très chronophage ou pas. Alors, pour l'amorce du contact déjà, ça dépend à quel stade en est l'entreprise de la connaissance du dispositif. Nous, le groupe, d'industriels, Niort Industrie, donc ils connaissent parfaitement. Donc, les DRH, on leur a fourni dans un premier temps une plaquette, hein, toute simple, qui présente Niort, à un actif, enfin le Niortais à un actif, ainsi qu'un questionnaire qu'on a établi, pour, que le candidat fasse figurer ce sur quoi il voudrait être accompagné. Donc ça, c'est envoyé, en même temps, j'allais dire que l'entreprise, oui, cale le rendez-vous pour le premier entretien, le deuxième entretien. Voilà. Après, les entreprises qui connaissent moins, parfois, c'est le prestataire immobilier qui m'appelle et qui me dit, puisque, ben, forcément maintenant on se connaît bien, qui me dit: «Beh, je telle entreprise a recruté quelqu'un, hem» Ils vont bénéficier donc du 1 logement, enfin et cetera, organisé par le prestataire immobilier. Il me dit: «Bah, est-ce que tu pourrais les accompagner sur les autres volets?» Donc les prestataires immobiliers, pour eux, c'est également un plus, de dire: «Bah, voilà, nous, on va vous aider sur le côté logement, mais sachez que le territoire vous accueille sur les autres volets». Donc j'allais dire et plus on avance, comme on a voulu que ce soit pas trop formalisé, que l'entreprise puisse venir directement ou le salarié aussi directement, vers nous pour que ce soit pas figé. Et d'ailleurs, vous voyez, le questionnaire, il est très peu rempli. Les salariés préfèrent, ou futurs salariés, préfèrent nous appeler, peut-être certainement pour des questions de confidentialité et cetera, parce qu'après, bien sûr, l'entreprise, on lui dit juste qu'on a pris contact, mais après ça relève effectivement du secret parce qu'on n'a pas forcément envie de faire savoir qu'on a un enfant qui a un problème ou que sais-je. Voilà, donc c'est vraiment on a voulu établir un lien, personnalisé. Donc ça, c'est la première chose et puis, oui, vous alors du coup, on s'organise selon les besoins effectivement donc, bon le logement, hein, en général, on n'y coupe pas donc ça, on fait appel, aux prestataires immobiliers qui perçoivent le 1 logement donc sur le territoire, il y en a 2 à peu près, hein, qui travaillent mais tous sont les bienvenus et nous, on n'a pas vocation à favoriser l'un plutôt que l'autre donc on dit: «Voilà, il y a tel salarié qui arrive,
Est-ce que vous pouvez vous en occuper? Et puis, sur les autres volets, on va appeler les gens, ou alors c'est eux qui nous appellent d'ailleurs en disant: «Bah, voilà, mon besoin c'est ça» et là, c'est vraiment de l'échange. Je pense qu'ils ont besoin, mais comme nous tous dans la vie, hein, d'avoir un contact, direct, j'ajouterais chaleureux parce que ça, c'est important aussi. Des fois, pour certains, c'est un grand saut, la mobilité professionnelle, parce que parfois elle est subie. Ça nous est arrivé d'avoir des gens qui viennent parce que, la maison mère ailleurs, dit: «Bah, voilà, vous allez aller là» et puis, il y a pas trop le choix. Il L'idée, c'est vraiment d'écouter la raison pour laquelle ils viennent, avec qui ils viennent et de les rassurer. Après, pour l'emploi du conjoint, vous parliez alors, on a différents réseaux, bien sûr. On a l'ACV Tech qu'on a créé sur le site de Niort Agglo, qui permet aux recruteurs locaux de voir les CV et puis, on a aussi le centre de gestion puisque, tout le monde, n'est pas fonctionnaire certes, mais tout le monde ne va pas dans le privé non plus et le secteur public emploie aussi des contractuels, donc il y a ce volet-là dont on ne se prive pas. On a rencontré le centre de gestion également qui est, bien sûr, preneur des CV. L'idée c'est avant de lancer la box accueil, on a vu tout le monde en amont et en fait, tous les partenaires, ont vu qu'ils trouveraient un intérêt et donc ça, c'est plutôt intéressant et quant au temps à y passer, je dirais que plus on fait d'accompagnement, moins il y a de temps à y passer parce que les liens se tissent entre intervenants et on s'appelle, on dit: «Voilà, il y a telle personne qui arrive à telle date, sa problématique c'est ça». En fait, plus on se connaît, moins ça nous prend de temps, et c'est pour ça que, pour l'instant, au niveau de l'agglo, on n'a pas fait le choix d'externaliser cet accueil alors qu'il y a d'autres agglos plus importants qui font ce choix. Mais nous, on trouve que, pour le moment, en tout cas, c'est bien que ça reste à un niveau, vraiment proche et personnalisé. Et il y a beaucoup d'autres box en France, comme vous? Alors, du benchmarking que j'ai pu faire au début, il y en a, mais que sur en fait, elles ne re a priori, hein, ne regroupent pas, ces 5 à 6 volets qu'on propose. Le sixième, on n'en parle pas souvent, c'est un accompagnement pour, le transport parce qu'au sein de l'agglo, les transports publics sont gratuits et on veut les favoriser. Donc on propose aussi aux gens qui le souhaitent, de découvrir, soit pour eux, soit pour leurs enfants, le meilleur itinéraire pour se rendre, de leur maison au bureau ou à l'école. Bon, voilà, ça c'est un volet sur lequel on est moins sollicité honnêtement, mais voilà et effectivement, on n'a pas vu souvent les territoires proposent le logement ou l'emploi du conjoint mais à ce que j'ai vu, il n'y a pas tout le panel qui est proposé ici, Là, c'est un vrai cocooning. oui, c'est ça, mais vraiment c'est Ouais, l'idée. C'est ouais. l'idée et ça ne prend pas vraiment beaucoup de temps puisque maintenant on se connaît tous bien et voilà et puis aussi il y a certains CV qui arrivent qui sont très particuliers. J'ai entendu CV du conjoint et tout de suite on va penser à un tel ou des fois je vais appeler monsieur Pauvreau, je vais dire: «Bah, voilà, il y a tel profil». Enfin, on échange aussi sur les profils, et au regard des échanges qu'on a pu avoir au sein du réseau en se disant: «Bah, oui, là, ça pourrait peut-être correspondre à tel ou tel besoin». J'ai encore une question. Et vous êtes financé par l'agglo? Est-ce qu'il y a des contributions des entreprises? Comment ça marche sur le Non, plan non, non, il y économique? a c'est aujourd'hui, c'est partie intégrante de ma mission et C'est on n'a l'agglo? pas un oui, 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 D'accord. il y a pas de financement. Madame Baudin, donc chargée de développement économique à la communauté de communes au Val-de-Sèvres. Est-ce que vous souhaitez compléter sur cette, box accueil? Donc oui, alors Emmanuel a expliqué, et puis le Niort Agglo a démarré déjà depuis un certain temps. Donc nous, on se sert aussi de leur expérience pour déployer notre offre, hein, qui sera, calquée sur celle de Niort Agglo. En complément, je dirais que le succès de cette box, en fait, c'est le travail partenarial que l'on a mené et que l'on continue de mener avec tous nos partenaires, que ce soit au niveau de l'emploi, que ce soit au niveau des agences immobilières, des agences de relocation, de coordinateurs aussi de santé que l'on a aussi sur notre territoire, pour créer les conditions, ou du moins les bonnes conditions pour qu'un salarié et sa famille puissent arriver sur le territoire. C'est vraiment ça, je crois, le premier message, c'est l'entreprise, elle a flairé un bon candidat, elle souhaite le faire venir, et ben charge à nous d'être partenaire de l'entreprise et de montrer que nous aussi sur le territoire, on va pouvoir accueillir cette personne, sa famille, qu'il va pouvoir y vivre, qu'il va pouvoir se divertir et y faire tout un tas de choses. Je voulais rajouter aussi concernant le réseau sur le volet emploi du conjoint et la notion
de réseau d'entreprises, de territoires d'industrie, elle joue un rôle important parce que dès lors que l'on aura un CV d'un conjoint qui arrive sur le territoire, l'idée, elle est bien évidemment aussi de le diffuser à tous les responsables de ressources humaines de notre territoire, mais aussi des entreprises qui font partie de territoires d'industrie et qui vont avoir, je dirais, peut-être une écoute encore plus active en se disant, bah oui, c'est vrai, on fait partie de ce réseau-là et c'est important que les uns et les autres, on puisse aussi, peut-être à notre niveau, faire en sorte que un conjoint puisse trouver sa place aussi dans une entreprise du territoire. Donc, moi, je pense que la réussite, en tout cas, de cette box, c'est la notion de partenariat. Voilà ce que je voulais compléter. Merci beaucoup. Justement, on va rester sur cette notion de partenariat et de réseau d'entreprise, qui est extrêmement important pour redynamiser un territoire. Je voudrais vous poser la question, justement, comment le territoire a-t-il réussi à fédérer les industriels, l'ensemble des secteurs, afin justement d'avancer dans la mise en place de ces initiatives appartenant au dispositif territoire d'industrie ou non. Quel a été le rôle du dispositif territoire d'industrie dans le développement de ces nouvelles actions? Et puis, bien sûr, quelles difficultés vous avez pu rencontrer en amont de la labellisation territoire d'industrie? Et est-ce que ces difficultés persistent toujours aujourd'hui? Je vais peut-être commencer par donner la parole à Monsieur Joly, si vous le voulez bien. En fait, il n'y a pas vraiment eu de difficultés, avant d'être labellisé territoire d'industrie. Il y avait déjà 2 clubs d'usagers et d'entreprises sur le territoire dans lesquels, je fais partie, dans lesquels, Stéphanie, Bonin fait partie aussi et avec lesquels on avait tissé des relations avec les entreprises plutôt bonnes, plutôt saines. Dans un esprit relativement convivial, puisque c'était soit des petits déjeuners, soit des réunions informelles avec un thème bien précis, à chaque fois. Et donc après, quand est arrivée la labellisation territoire d'industrie, ça a vraiment été naturel, hein. Quand je vous disais tout à l'heure qu'on se doit, nous, en tant qu'élus, d'être des facilitateurs, on est toujours dans cette démarche-là. Et puis moi, je dirais qu'une collectivité, c'est comme une entreprise, hein. Il faut qu'elle soit dynamique, qu'elle investisse et si elle fait pas ça, à un moment donné, elle est rattrapée par la patrouille, dépassée et puis englobée par une autre plus grosse. Aujourd'hui, on n'en est pas là, on est un vrai partenariat avec l'agglo et c'est vraiment quelque chose qui est plutôt positif et qui se passe très, très bien. Monsieur Lefebvre, concernant cette vision partenariale. Oui, alors, c'est que Daniel l'a rappelé, c'est vrai qu'on part pas de rien, c'est-à-dire que nous sommes sur des territoires où il y a déjà des regroupements d'entreprises à travers des clubs d'entreprises, hein. Euh, L'ensemble du territoire départemental, par exemple, est couvert par des clubs d'entreprises. C'est le cas pour nos 2 agglomérations. Et ce phénomène de réseautage et de ciblage à travers Niort Industrie ou bien un club d'entreprises industrielles sur le Haut-Val de Sèvres a pu se faire probablement plus facilement parce que l'habitude de se rencontrer existait déjà. Après, comme le disait aussi Daniel, c'est aussi à l'agglomération de décider d'investir ou pas. Ça a été le cas pour nos 2 agglomérations, de décider de se pencher sur le tissu industriel et de l'aider à mieux se connaître, de l'aider à mieux travailler ensemble et à les faire connaître. Parce que pour faire connaître un territoire, il faut faire connaître les composantes de son territoire et les entreprises industrielles jouent un rôle très important sur nos 2 territoires. Donc, les animer, les fédérer, leur apporter des idées nouvelles, les écouter, évidemment, ça c'est un préalable, et leur apporter des idées nouvelles qui vont permettre de répondre à leurs problématiques et à leurs questions. On a parlé de la boxe, c'est un exemple tout bête, hein. Ce n'est que du bon sens, hein, la boxe. Il faut juste s'y atteler, il faut passer du temps, utiliser les réseaux. Et comme Emmanuel l'a dit, aujourd'hui, maintenant que le train est lancé, ça devient plus facile, c'est plus fluide d'apporter ce genre de service qui n'est basé que sur du bon sens. Donc, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas eu de difficulté majeure à mon sens. Et encore une fois, Emmanuel pourra me corriger si elle le souhaite. C'est simplement du temps à passer, de l'écoute et se réunir de temps en temps pour échanger et vérifier qu'on est dans le vrai et qu'il y a peut-être des améliorations à apporter sur un process ou sur une relation à trouver ou un contact à trouver pour
résoudre tel ou tel problème. Et je pense que l'Observatoire des territoires d'industrie que nous vivons aujourd'hui sert aussi à ça, c'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi de voir ce qui se passe ailleurs, de trouver de bonnes idées ailleurs et pourquoi pas essayer de les mettre en application chez nous, voir si ça fonctionne. Merci, Madame Berry. Oui, beh, c'est effectivement, on avait ce groupe Niort Industrie pardon, qui préexistait, qui, à un moment nous a dit: «Bon ben, voilà, on va passer à l'action». Effectivement, ils nous ont demandé de travailler sur le recrutement avant tout. Maintenant, il y a d'autres axes, suite à la crise, mais le recrutement reste d'actualité et finalement cette labellisation, elle a eu quand même un avantage, c'est comme partout, parfois, ben, les compétences, des EPCI, des fois, ont un petit peu du mal à être reconnues parce que c'est encore relativement récent et là, c'est un petit peu obligé, j'allais dire, tous les acteurs à dire: «Ah bah oui, oui, ils sont vraiment là, ils font quelque chose, alors on va vraiment être tous ensemble». Ça nous a permis en tout cas de mutualiser toutes ces actions qui étaient faites aussi par les autres acteurs parce qu'il y a beaucoup de travail qui est fait pour le recrutement, pour l'emploi par ailleurs et de le faire tous ensemble, de pas faire, ne serait-ce qu'un truc tout bête, mais pas une action de recrutement le même jour, par 2 partenaires qui font pas tout à fait la même chose, mais on a des domaines de compétences qui se recroisent. Le label, ça nous a servi à ça, c'est-à-dire, hem, valider tout ce qu'on avait déjà fait et faire en sorte de que tous les partenaires, viennent à la même table, ce qui n'était pas forcément toujours le cas et qu'on discute d'égal à égal pour être clair et en s'appuyant sur un réseau préexistant donc voilà, je pense que maintenant tout le monde a bien compris que c'était, le mieux pour le territoire de travailler, tous ensemble dans le même sens, et c'est tant mieux. Voilà ce que le label nous a apporté. Moi, pour l'instant, je vois que des avantages, pas de difficultés au label, bien au contraire. J'ai une question pour, messieurs Bello et Pouvreau. Est-ce que vous pouvez nous dire, si le territoire d'industrie vous a permis justement d'aller à la rencontre, des industriels d'autres secteurs? Ou alors est-ce que vous aviez une connaissance, plutôt bien établie, des autres, activités industrielles qui étaient sur votre territoire? Monsieur Pouvreau, peut-être pour commencer? Ouais, alors bon, déjà le travail n'était pas si simple que ça, hein, parce que c'est quand même une certaine inertie. Moi je voudrais relever quand même le travail alors, du président de la CAN, mais aussi, de ses équipes et les élus, qui ont quand même su fédérer un certain nombre d'entreprises autour du projet. Déjà, c'était la première étape, qui pourrait s'arrêter autour, d'un buffet, ou d'un petit déjeuner, et souvent le plus compliqué, c'est de pérenniser cette démarche et ça, c'est ce qui a été fait. C'est-à-dire qu'on a su, ensuite, structurer, organiser, vraiment pérenniser avec je vais mettre un pilote, ou un interlocuteur qui est Emmanuel Berry. C'est de savoir aussi, c'est dès qu'on a une problématique, moi des fois je ne sais pas à qui m'adresser. Ah bah, maintenant, j'ai enregistré le numéro d'Emmanuel et puis, j'appelle et je sais qu'après je vais être bien dirigé. Donc c'est le premier point. C'est une tour de contrôle. Après, d'une façon plus concrète, Canam Metal, alors toujours en respectant les règles des marchés, hein, mais suite à ces échanges, mettons sur un projet, on a pu, créer un groupement local, pour répondre à une opération. C'était le bâtiment, le gros bâtiment Litch qui est fini depuis peu et avec ce groupement, on a réussi, à remporter le marché. Bon, je sais que si on n'avait pas eu toutes ces démarches en amont, on n'aurait pas eu, cette facilité à très vite regrouper, parce que quand il y a un groupement comme ça, c'est des entreprises de d'activités différentes. Il y a un électricien, il y a un plombier, nous, il y avait le charpentier métallique, il y avait génie civil. Donc il a fallu, créer, une énergie, un groupement et en plus, c'était une opération qui était très urgente qui s'est fait dans la précipitation et en fin de compte, on a su, monter ce groupement et remporter le marché. Donc vous voyez, ça, c'est un exemple vraiment, vraiment concret et avec, l'équipe, les élus, tout en respectant les règles des marchés, hein, mais qui ont su nous accompagner. Donc voilà encore un bel exemple et puis, ça permet aussi, de se rapprocher, et puis d'échanger sur
des thématiques. Il y a le groupe La Fourcade qui fait partie du groupement, par exemple, qui lui a plusieurs sociétés d'activités différentes. Et ben, Canam Metal, on commence à travailler avec certaines de ces entreprises, alors qu'avant, on allait chercher des sous-traitants hors du territoire. Ça, et puis c'est une entreprise, admettons, qui a beaucoup investi dans le numérique et le robotique il y a 4-5 ans et qui aujourd'hui a des résultats, ça porte ses fruits. Et Canam Metal n'osait pas se lancer dans ce défi numérique et robotique. Et bien depuis, on a pu les visiter, on a pu en voir les effets, et bien ça y est, on s'est lancé dans ces projets-là. Donc ouais, c'est vraiment des choses concrètes. Monsieur Bello? Oui, alors pour répondre à votre question, on se connaît tous plus ou moins sur le territoire et entre industriels, mais on en connaît très peu de près. Et en fait, c'est ce qui a permis nos réunions territoire d'industrie, alors qu'on a choisi avec Stéphanie de faire sous format petit déjeuner, ce qui permettait à un maximum de participants de venir et d'être sur un format assez court qui prend pas sur la journée de travail. Donc, notre travail avant tout, ça a été de fédérer autour de cette rencontre, ce qu'on a réussi à faire juste avant le Covid, qui nous a mis quelques bâtons dans les roues. Donc, vous parliez de difficultés tout à l'heure, en voilà une. Effectivement, mais ça nous a permis de nous mettre autour d'une table sur un petit déjeuner convivial et de mettre un visage sur un nom d'entreprise et de partager dans un premier temps les problématiques, alors notamment de recrutement que nous avions, mais aussi toutes les idées qui germaient dans chacune de ces entreprises et tous les souhaits et tous les dispositifs déjà existants auxquels certains faisaient appel et d'autres pas. Hein. Nous les premiers, c'est vrai qu'en se mettant autour de cette table, j'ai découvert certains dispositifs pour accompagner les futurs salariés auxquels on n'avait pas encore fait appel et qui du coup ont trouvé naturellement leur place, par exemple dans la box d'accueil. Donc oui, effectivement, ça a permis de créer du lien et ça a permis pour parler de territoire d'industrie dans sa globalité, de packager plusieurs démarches qui étaient déjà existantes, peut-être éparpillées dans différents dispositifs, donc de les recentrer, de les regrouper et d'avoir ensemble une feuille de route bien claire que Stéphanie avait pris soin de nous présenter dès le démarrage de territoire d'industrie en disant voilà les pôles sur lesquels on va travailler et ensemble on va émettre des idées et avancer sur ces sujets-là. Merci beaucoup. Je vais rester avec vous, Monsieur Bello. Vous avez évoqué la crise de la Covid-19. On le sait, la crise a été vécue différemment selon les filières et les secteurs industriels. En ce qui concerne votre industrie, donc l'agroalimentaire, quelles ont été ou alors sont encore les conséquences de cette crise sanitaire sur votre activité? Alors, de manière très générale, hein, sur l'agroalimentaire, on s'en sort plutôt bien parce que c'est un des seuls secteurs, il a fallu nourrir les Français pendant cette période de crise, donc c'est un des seuls secteurs qui a continué de travailler. Je dirais pas que toutes les entreprises agroalimentaires ont été épargnées, loin de là, puisqu'on a aussi beaucoup d'industries qui fournissent la restauration, qu'elle soit restauration privée ou collective. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises agroalimentaires qui ont perdu une certaine part de l'activité et qui la perdent toujours actuellement. Mais de manière générale, effectivement, l'agroalimentaire a su tirer son épingle du jeu. Et bon, nous concernant, c'est vrai que la farine a été même considérée comme l'or blanc pendant le premier confinement, hein, parce que on ne trouvait plus un seul kilo de farine dans les rayons. C'était un peu la cohue. Alors qu'en fait, on avait tout le stock disponible et prêt à être livré. Le problème, c'est qu'on a été, alors, d'une part, pris de court, puisque les commandes ont été multipliées par, enfin, nous, c'est plus 300% d'augmentation de production sur la première vague de confinement. Et d'autre part aussi, et c'est peut-être, alors je vais peut-être dériver un petit peu du sujet, mais on parle aujourd'hui beaucoup de résilience du territoire et par tout le travail qu'on fait ensemble, c'est aussi la résilience des industries de notre territoire qui est en jeu. Et on s'est aperçu, pour parler de la farine, que lors du premier confinement, quand on a fermé les frontières,
60 à 70% de la farine consommée en France venait de pays étrangers, notamment d'Allemagne, ce qui est quand même dommage pour un pays comme la France, qui met en avant le pain de tradition française. C'est quand même un fleuron de notre pays. Et donc, quand on a fermé les frontières, effectivement, les rayons se sont très rapidement vidés. Et ça a aussi redirigé la grande distribution vers des acteurs plus locaux et vers une production locale, ce qui est très bien, à mon sens, et qui nous a permis en tout cas de nouer des liens pour du long terme. C'est-à-dire qu'on n'a pas uniquement fait du one shot, on a dit OK, on va travailler ensemble, mais on va aussi continuer de travailler ensemble après le Covid. Donc, effectivement, cette crise a eu des effets négatifs, mais aussi certains effets positifs qui nous permettent de continuer et de rebondir pour l'avenir. Merci beaucoup. Je me tourne à présent vers Monsieur Pouvreau. Je voudrais savoir dans quelle mesure les industries du territoire sont impliquées dans les discussions qui concernent la relocalisation de certaines activités ou justement la fragmentation géographique des chaînes d'approvisionnement. Et aborder avec vous la question des marchés publics. Comment faire pour que les marchés publics soient accessibles aux entreprises locales et notamment dans ce contexte de crise sanitaire et crise économique. Ouais, concernant Canam Metal et tout le domaine du bâtiment, la crise sanitaire, elle a été violente. Elle a été violente parce que elle a stoppé la plupart des chantiers. Donc, on s'est retrouvé avec des chantiers bloqués et beaucoup d'usines, beaucoup d'entreprises qui avaient des équipes de pose et des équipes de production ont transféré le personnel de pose dans leurs ateliers. C'est-à-dire qu'en France, d'un seul coup, toutes les usines se sont mis à prendre de l'avance et en parallèle, les chantiers se sont bloqués, voire annulés. Donc ça a été un premier point très compliqué. Et puis deuxième point, c'est que nos pays voisins ont eu les mêmes incidences, évidemment. Par contre, ils se sont rapatriés sur les marchés français. C'est-à-dire que d'un seul coup, on s'est trouvé avec moins de marchés, avec des usines avec plus de potentiel et surtout des concurrents étrangers qui sont venus sur notre territoire. Donc, vous imaginez bien que ça a été violent. Donc, ça, c'est le premier effet de la crise sanitaire, évidemment défavorable et brutal. Après, dans un second temps, c'est ce qu'il faut espérer, c'est que ça a été une prise de conscience, je pense, globale, générale, essayer de réfléchir à ces circuits courts, à la proximité, au territoire. Et donc, dans les prises de décision, c'est d'intégrer ces critères. Et depuis quelques mois, on est en train de constater que nos clients, que les donneurs d'ordre commencent à intégrer dans les prises de décision ou dans les clauses de marché certains critères. Évidemment, l'écologie, les circuits courts, ces choses-là. Mais aussi être un peu chauvin, quoi. C'est-à-dire que quand moi je donne tout le temps l'exemple de l'Arena de Poitiers qui va être fait par des Portugais, ça fait mal au ventre parce que les recettes partent à l'étranger et puis les entreprises qui n'ont pas pu faire cette Arena, elles sont au chômage, donc l'État paye 2 fois. Il perd ses recettes et puis il va payer le chômage partiel aux entreprises. Mais ceci dit, je ne vais pas toujours rester sur cet exemple-là parce que depuis quelque temps, on sent qu'il y a une prise de conscience d'intégrer dans les appels d'offres pas uniquement le prix, pas le moins 10 ans, mais le mieux 10 ans. Donc, je voudrais finir là-dessus, c'est que en effet, les donneurs d'ordre, il y a des initiatives par région. On privilégie le mieux 10 ans et dans le mieux 10 ans, il y a l'aspect environnement,
circuit court, faire travailler les petites entreprises et aussi ce qu'on appelait le lotissement, c'est-à-dire quand une grosse entreprise répond à un appel d'offres, de plus en plus, on lui demande de déclarer ses sous-traitants. Et donc, ça les oblige après de confier ces sous-traitances à ces gens-là. Et en général, dans les appels d'offres, on fait appel aux entreprises locales qui peuvent se positionner. Et quand il n'y avait pas cet allotissement, ben après, pour des raisons de prix, on allait chercher un sous-traitant bien plus loin. Maintenant, ça ne sera plus le cas. Donc, c'est quelque chose qui va nous permettre de faire mieux travailler les entreprises locales et mieux fédérer. Donc voilà, je finirai sur une pointe comme ça d'optimisme, où nos élus commencent à bien nous aider sur cette partie-là. Merci beaucoup. Monsieur Lefebvre, vous voulez compléter sur cette question des effets de la crise que vous avez pu ressentir sur votre territoire? Je voulais confirmer les propos de Monsieur Pouvreau, parce que je suis nouvellement élu, mais avant, je viens du monde de l'entreprise, donc les histoires de marché public, d'appel d'offres, c'est effectivement quelque chose de très, très important, qui peut apporter de grosses déceptions pour certaines entreprises locales, mais c'est vrai que la prise de conscience, aujourd'hui, elle existe. Pour le vivre maintenant côté élu, pour être membre d'une commission d'appel d'offres, je m'aperçois que la plupart des appels d'offres sont rédigés de telle façon à ce que le prix ne soit pas l'élément le plus important. La qualité de l'entreprise, la réactivité de l'entreprise et donc sa proximité avec les acheteurs, avec ce qui va être ou construit ou développé comme type de service ou de produit compte beaucoup maintenant. C'est un acte de développement durable, d'ailleurs, je dirais, de réagir de cette façon-là, toujours dans le respect du code des marchés publics aussi. Je pense qu'on peut encore améliorer la situation en faisant en sorte que les acheteurs publics, parce que c'est vrai que les élus sont amenés à prendre des décisions, mais ce sont des collaborateurs, des fonctionnaires qui réalisent les cahiers des charges, qui réalisent les appels d'offres et qui les analysent. Je pense qu'il faut aller vers une meilleure connaissance par les acheteurs publics des entreprises qui sont capables d'apporter ou des compétences ou des réalisations ou des produits de qualité répondant à leurs attentes. Et pour ça, pour que l'entreprise puisse bien s'adapter à un cahier des charges, il faut qu'elle connaisse aussi de l'autre côté, qu'elle connaisse les attentes de l'acheteur. Un cahier des charges, un appel d'offres aussi précis soit-il, parfois ne suffit pas à répondre de façon optimale. Il ne s'agit pas de créer des complicités entre un acheteur public et puis les entreprises, bien entendu. On ne va pas défier la loi, mais je pense que la réalisation, ça s'est fait il y a quelque temps, et là je peux citer la Chambre de commerce et d'industrie, puisqu'elle l'a fait il y a quelques années, de réaliser de mettre en place des événements type salon inversé. Ce sont des acheteurs, privés ou publics d'ailleurs, qui rencontrent des entreprises potentiellement offreurs de services ou de produits avant même que les appels d'offres ne soient rédigés, de façon à ce que d'un côté l'acheteur connaisse bien les compétences présentes sur son territoire et que de l'autre côté l'entreprise ait bien connaissance des attentes qualitatives et de réactivité, de proximité, des attentes qualitatives des acheteurs, qu'ils soient publics ou privés. Je pense que ce genre d'événement, c'est relativement, alors ça peut être lourd à organiser, mais je pense qu'on aurait tout intérêt à renouveler de temps en temps ce genre d'opérations. Ce ne sont pas des job dating, hein, mais c'est du business dating, on pourrait l'appeler comme ça, pour que nos forces en présence puissent bien se connaître et que ça puisse matcher. Et que donc un appel d'offres soit rédigé de la meilleure façon possible pour que le match soit gagné par nos entreprises. Donc je voulais rappeler cette possibilité dont il faut s'occuper. Et puis en même temps, confirmer les propos de M. Pouvreau sur tout le regard plus que bienveillant que portent les élus en direction des entreprises de leur territoire. Parce que vous savez, hier soir, on passait le budget de l'agglomération, et quand je regarde ce que représente la fiscalité des entreprises dans le budget d'une agglomération, eh bien, ça mérite. Et on vous doit l'intérêt et on vous doit de vous écouter et de vous aider à progresser parce que vous nous apportez beaucoup, vous aussi, pour qu'on puisse investir.
Monsieur Joly, vous partagez ce constat? Alors, non seulement je le partage, mais je ne sais pas si j'ai été précurseur. En tout cas, moi, je suis arrivé à la tête de la communauté de communes en 2014 et pour répondre aux propos de monsieur Pouvreau, c'est vrai que les critères, dans les marchés, c'était 50-50. 50 pour la technique et 50 pour le prix. On se rend compte et je me suis très vite rendu compte que quand on a des marchés comme ça, c'est toujours le prix qui passe et c'est pas la qualité technique des prestataires. Ce qui est pas neutre, non seulement pour les entreprises quand elles sont locales ou qu'elles soient d'un peu plus loin, mais ce qui est pas neutre non plus sur la qualité des travails fournis. Derrière, on se rend compte que souvent, quand le prix passe, soit vous avez des avenants qui font qu'à l'arrivée, vous avez un prix qui est le même que celui de l'entreprise plus chère avec des qualités meilleures, soit vous avez des soucis sur les chantiers et quelques années après, il faut reprendre les malfaçons et à l'arrivée, ça vous coûte également plus cher. Donc, on a revu tout ça, on a mis 60 au niveau de la technique, 40 au niveau du prix et puis ça fonctionne plutôt bien. Avec ça, on y a mis aussi des critères sociaux, des critères environnementaux. Au début, ça n'a pas été simple parce que c'était pas bien compris. Maintenant, c'est vraiment rentré dans les mœurs et ça nous permet effectivement, comme le disait monsieur Prouveau, comme le disait aussi, Gérard, de rester dans le cadre de la légalité, mais de favoriser malgré tout les entreprises locales. Quand vous avez du SAV derrière, c'est plus facile de faire venir une entreprise qui est à 50 kilomètres de chez vous qu'une qui en est à 500 ou voire plus. Merci beaucoup. Une question des participants au webinaire. Du coup, avec la crise, on a vu émerger des initiatives de prêt de personnel entre les entreprises lorsque une entreprise, par exemple, avait moins d'activités liées à la conjoncture et puis une autre, au contraire, avait davantage de demandes. Donc, sa question, c'est est-ce qu'il y a ce type de plateforme de prêt de personnel sur le territoire niortais au Val-de-Sèvres? Peut-être m'adresser à Madame Berry. Oui, nous, c'est un sujet qui a été abordé effectivement dans le groupe, Niort Industrie. Hem, il s'avère que l'UMM, a une plateforme, de prêt de personnel. Alors effectivement, l'UMM, ça ne concerne pas tous les industriels. Nous, en tout cas, ceux qui avaient posé la question, étaient adhérents UMM, donc ont pu, en bénéficier. Hem Bon, nous, c'est vrai qu'on fait toujours par rapport à la demande, hein, des membres du réseau. Donc, on a bien en tête qu'il y a une expérimentation possible, de par le label Territoire d'industrie pour le prêt de personnel et pour l'instant, on ne l'a pas activé. Mais on reste en veille sur cette possibilité et en plus, bon, sachant que certains de nos adhérents le pratiquent déjà, on pourrait capitaliser et c'est bien toujours, l'objet, capitaliser sur ce qu'ils font. Voilà, mais pour l'instant, non, on ne l'a pas mis en place. Merci beaucoup. Vous avez été plusieurs à nous parler de transition écologique et on a aussi une ou deux questions de la part des participants à ce séminaire. La transition qui a d'ailleurs fait l'objet du séminaire de l'Observatoire des territoires d'industrie au mois de décembre. Donc, je vous rappelle que la vidéo est déjà disponible sur la page de l'Observatoire. Donc, le développement de l'économie circulaire fait l'objet d'une fiche action de votre territoire. Donc, à cet égard, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les formations qui sont offertes pour les futurs salariés de vos filières? Comment trouver les compétences et quels sont les outils et les actions dont vous faites la promotion au quotidien pour justement développer des activités qui soient plus durables? Je vais peut-être m'adresser à monsieur Bello pour commencer. Stéphanie, je veux bien que tu répondes à ce sujet-là. Oui, alors pour ce qui est du territoire, c'est un sujet effectivement qui fait l'objet d'une fiche action pour lequel nous avons répondu à l'appel à projet pour lancer cette démarche d'économie industrielle et territoriale et justement initier auprès de notre groupe d'industriels et plus largement sur le territoire quelles peuvent être les synergies à déployer et à mettre en œuvre. On en est vraiment au démarrage par rapport à ce sujet-là.
Bien qu'il y a Et déjà des actions et des opérations qui sont menées, hein, avec un certain nombre d'entreprises et prestataires déjà sur ces sujets-là. Mais l'idée, elle est bien de pouvoir travailler à l'échelle du territoire et de pouvoir engager et impulser un certain nombre de mutualisations auprès des industriels. Et du côté de l'agglomération de Niort, précédemment, vous nous avez parlé du fait que les transports publics et notamment les bus étaient gratuits à Niort. Est-ce que ça s'inscrit dans ce type de démarche plus générale de transition écologique du territoire? Alors, je laisserai Emmanuel compléter. Effectivement, le transport collectif gratuit sur l'agglomération niortaise contribue comment dire, à avoir cet état d'esprit, mais concret, de développement durable et d'économie circulaire sur le territoire pour l'ensemble des entreprises et l'ensemble des habitants. Et donc, a fortiori pour les entreprises industrielles et leurs salariés. On a mis en place également des parkings de covoiturage en périphérie de l'agglomération. Donc, on essaie de mettre en place petit à petit tous les axes du développement durable. Alors, c'est pas un travail qui se fait du jour au lendemain, mais le puzzle est en train de se mettre en place pour faire en sorte que les trois piliers du développement durable puissent être respectés sur notre territoire. Par exemple, les déchets d'une entreprise industrielle peuvent devenir une partie de la matière première d'une autre entreprise. Pour ça, il faut se connaître, faut être dans le même réseau, et c'est en train de se construire. Pour apporter un complément peut-être, effectivement, nous concernant la démarche est à son démarrage, mais j'ai eu vent d'entreprises qui déjà et avant territoire d'industrie travaillaient localement ensemble sur la valorisation et la revalorisation de leurs déchets. Et pour prendre notre exemple, on produit un déchet quasi unique qui est le son de blé, donc l'écorce du blé, et qui part donc en alimentation animale. On parlait de Serval tout à l'heure, donc dans l'alimentation animale avec lesquels on travaille, qui est à quelques kilomètres d'ici et qui nous permet de revaloriser sur le territoire quasiment l'intégralité de nos déchets. Donc, il y a effectivement déjà des choses qui existent et sûrement maintenant des choses à poursuivre et à créer, ou en tout cas des liens à créer entre entreprises. Merci beaucoup, Madame Berry. Vous souhaitez ajouter quelque chose sur la démarche d'écologie industrielle? Nous avons postulé et été retenus conjointement avec Au Val de Sèvres pour la mise en place de cette démarche d'écologie industrielle et territoriale niveau 1, c'est-à-dire effectivement le démarrage, la mise en relation des acteurs pour après pouvoir passer dans une seconde phase. Ce qu'on avait recensé et ce qui nous a conduit aussi à faire cette fiche action, c'est que au niveau il y a déjà plusieurs choses qui existent sur le territoire. Au niveau de la Chambre des métiers, par exemple, avec Circulart, qui est un programme d'accompagnement à l'économie circulaire qui existe déjà. Et puis au niveau de la Chambre de commerce, au niveau national également, il y a déjà des choses qui se font. Ce qu'il faut maintenant, c'est notre souhait, c'est de territorialiser tout ça et en partenariat également avec un projet sur Niort, qui est le futur pôle de l'économie solidaire et circulaire, qui est d'ailleurs actuellement en recherche de financement, hein. J'en profite pour passer un appel. On vous transmettra toutes ces informations. Là aussi, c'est vraiment plus une 150 entreprises du centre-ouest qui sont en lice pour avoir ce prix avec 60 000 € à la clé. Donc pour nous, ce serait bien d'y arriver. Et c'est l'association EVE, AIVE, pour laquelle Nioraglo a mis des locaux à disposition, qui souhaite justement créer ce pôle où on va pouvoir recycler. Alors là, c'est plus large que l'industrie, mais pour nous, ça fait partie, comme disait Monsieur Lefebvre, d'une démarche globale de réduire les déchets et ce qu'on ne peut pas réduire, effectivement, les réutiliser. On n'en est qu'au démarrage. Là, en gros, on a recensé tout ce qui se faisait partout et maintenant, ben, voilà, il faut qu'on travaille ensemble, encore une fois, pour pas se marcher sur les pieds, au contraire, que ce soit le plus bénéfique possible. Merci beaucoup. On a plusieurs questions des participants concernant les relations de votre territoire avec leurs voisins. Donc une première question qui a été posée est de savoir quel était le type de coopération que vous meniez avec les régions voisines et avec quelles régions.
Et puis une seconde, pourquoi finalement le territoire d'industrie n'inclut pas une partie du Mélois qui fait partie de la même zone d'emploi que Niort. Quelles a été les raisons en fait du périmètre du territoire d'industrie qui fait que Niort a plutôt été regroupé avec le Haut-Val de Sèvres et pas avec Mel. Qui veut répondre à ces deux questions autour du voisinage du territoire? Je sais que Niort Agglomération est au sein du pôle métropolitain qui réunit Niort, enfin l'agglomération niortaise, le Pays Val de Sèvres, le Rochelet, le Rochefort également, ainsi que la communauté d'agglomération du Sud-Vendée. Donc nous sommes à cheval sur plusieurs départements et deux régions. Aujourd'hui, et Daniel pourra en parler mieux que moi, puisque je sais qu'il participe à des rencontres de présidents de communautés de communes ou communautés d'agglomération de ce pôle métropolitain. Je pense qu'aujourd'hui, nous en sommes à l'existence de ce pôle métropolitain et l'échange de sujets, de problématiques et de bonnes pratiques. Oui, effectivement, je vais compléter tes propos, Gérard. Ce pôle métropolitain, il est plutôt aujourd'hui informel. Il a pas de statut juridique. Il est pas voilà. L'idée à l'origine de créer ça, elle est venue de Jérôme Baloge et puis de Jean-François Fontaine, hein, qui sont les maires des plus grosses communautés de communes, en tout cas, non pas communautés de communes, mais agglo, en tout cas du pôle métropolitain. Et pour surtout ne pas être les grands oubliés des deux grandes régions que sont Nantes et Bordeaux. Ce sont effectivement des aspirateurs, hein. On voit bien qu'à un moment donné, au début de la création de ces régions, tout était aspiré par ces deux villes, et que derrière, je pense que si on n'avait pas réagi, on n'aurait pas été au moins identifié comme étant pôle métropolitain, ce qui est le cas aujourd'hui. Alors nous, sur le Haut-Val de Sèvres, on fait partie de la région, et comme l'agglo d'ailleurs, de la région Nouvelle-Aquitaine. Tu as eu raison de le rappeler aussi, Gérard, parce que c'est 3 départements malgré tout dans ce pôle métropolitain et 2 régions, Loire-Atlantique et puis Nouvelle-Aquitaine. Pour autant, on est identifié dans la région Nouvelle-Aquitaine au niveau du Stradet. Donc ça veut dire qu'on nous regarde avec un œil attentif. Après, pourquoi une contractualisation avec simplement au Val de Sèvres et puis agglo? Peut-être que là aussi, ça a été une volonté de la région, puisque le Mélois est plutôt avec Ruffec et avec un autre secteur géographique. Et puis nous, ça nous a posé aucun souci. À un moment donné, je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il faut travailler avec ses voisins, mais il ne faut pas non plus mettre trop de monde autour de la table sur un même sujet, puisqu'on n'avance pas quand on est dans des sujets comme celui-ci. Merci beaucoup. Est-ce que Madame Baudin ou Madame Berry, vous souhaitez ajouter quelque chose sur les relations avec les villes voisines? Bah, écoutez, pour, effectivement le pôle métropolitain, entre techniciens, on se connaît également. En plus, pour nous, le Sud-Vendée, c'est tout proche, et pour vous dire, l'entreprise, Fleurette se trouve à Benay, qui est en Sud-Vendée, et son dirigeant fait partie du réseau Niort Industrie. D'abord parce qu'il habite à Niort, mais ça fait pas tout. Effectivement, il a des problématiques communes avec nous, et si on parle rien que du recrutement, beaucoup de gens viennent, du Niortais. Concernant, le périmètre du territoire d'industrie, en fait, l'histoire, c'est à la base, l'agglo, avait postulé seul, et l'État, pour une question de cohérence, parce qu'on avait déjà pas mal de coopération engagée avec le Haut-Val de Sèvres dans d'autres, domaines, hem nous a conseillé, et je pense à juste titre, d'élargir ce périmètre, au Val de Sèvres, et c'est comme ça que cette collaboration aussi dans ce domaine, puisqu'il y en a d'autres qui préexistaient, s'est faite. Merci beaucoup. On a également une question qui concerne le rapprochement des entreprises avec les établissements de formation initiale et les établissements de formation professionnelle. Quel rôle joue le dispositif territoire d'industrie dans ce rapprochement? Je crois que Madame Baudin, vous aviez Oui. commencé à répondre. Oui, Allez-y. oui. Donc, alors bien avant même la labellisation territoire d'industrie, on avait un certain nombre de contacts privilégiés avec les établissements scolaires de notre territoire
pour lequel les principaux de collège avaient déjà mené un certain nombre d'actions à destination aussi du monde professionnel. Et cette labellisation nous permet en plus, je dirais, de leur proposer tout un panel d'actions, d'expositions, de formations, de rencontres encore avec les industriels de notre territoire, toujours dans cette meilleure connaissance des différents métiers sur le territoire et de la valorisation de l'ensemble des secteurs d'activité. Parce qu'on se rend compte bien souvent que les étudiants, même les scolaires du territoire ont une mal connaissance ou une mauvaise connaissance en tout cas des potentialités d'emploi qui s'offrent à eux localement sur le territoire. Et même au-delà, et c'est l'objet d'un certain nombre d'actions que l'on mène notamment avec Cap Métiers, hein, qui est l'agence régionale de la formation, autour de la connaissance, de la valorisation des métiers. C'est aussi même, je dirais, auprès des parents qui parfois ne connaissent pas ou connaissent très très mal aussi les entreprises du territoire. Donc, ça peut passer par le biais d'ateliers aussi pour les enseignants, d'ateliers pour les étudiants, de grandes expositions aussi à destination du grand public sur le territoire. Donc, on a un certain nombre d'actions qui sont en cours. Alors certaines qui malheureusement avec le Covid vont basculer de présentiel à virtuel, mais c'est important. Et le rôle aussi territoire d'industrie et du groupe d'industriels, c'est qu'on a aujourd'hui des industriels qui ont bien compris l'intérêt aussi d'ouvrir leurs portes et de pouvoir accueillir un certain nombre de groupes pour montrer un petit peu les métiers, casser aussi les représentations que l'on peut avoir les uns et les autres sur différents secteurs. Merci beaucoup. Une thématique que l'on aborde aussi assez fréquemment lors de séminaires, c'est la thématique du foncier. Donc, il me semble que votre territoire bénéficie de l'accompagnement de l'État pour un site labellisé clé en main. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Et plus généralement, nous parler peut-être des problématiques du foncier que vous rencontrez au quotidien. Du foncier, est-ce qu'aujourd'hui, le foncier constitue un frein à l'attractivité d'industriels sur votre territoire? Est-ce qu'il y a des manques? Est-ce qu'il y a des problèmes d'accès au foncier liés notamment peut-être à l'existence de larges zones dédiées à l'agriculture? Est-ce que vous rencontrez ce type de problématique-là plus généralement sur votre territoire? Oui, comme tout le monde, comme toute collectivité, on rencontre à travers nos documents d'urbanisme, le SCOT notamment, la nécessité de respecter les terrains agricoles et de ne pas les utiliser, enfin d'être raisonnable dans leur réutilisation à d'autres fins. Ceci étant, sur l'agglo, nous avons des zones d'activité, nous avons du foncier disponible. En parallèle, nous sommes en train de finaliser un diagnostic complet de toutes les friches, que ce soit des friches industrielles, des friches commerciales ou des friches artisanales. Toutes ces friches sont répertoriées, diagnostiquées. L'idée étant, plutôt que de consommer des terres agricoles, veillons d'abord à requalifier, réutiliser correctement, d'abord les identifier et ensuite réutiliser les friches à des fins économiques, qu'elles soient industrielles, commerciales ou artisanales. Donc ça, c'est en train de se faire. Ensuite, on mettra en place un schéma de l'agglomération, un schéma des zones d'activité. Et puis, à côté de ça, on a évidemment du foncier disponible qui nous permet d'accueillir des projets de taille importante. Et on a notamment un site pilote près d'un embranchement autoroutier, au Pirailleuse pour ceux qui connaissent. Donc un site pilote capable d'accueillir dans d'excellentes conditions des activités industrielles. Et tout l'intérêt de ce site, c'est qu'il est purgé de tous les accords en termes de pollution, en termes de réseau, etc., etc. Donc, on garantit à l'industriel ou aux industriels qui voudront s'implanter sur ce terrain, sur ce foncier, une opérationnalité de son installation très rapide. Parce que c'est vrai que on constate que c'est quand même un élément très important
lorsqu'un industriel cherche une nouvelle implantation ou une relocalisation de son activité dans le cadre d'un développement, l'industriel a besoin de savoir quand exactement son entreprise pourra tourner, quand il sera opérationnel et quand il pourra à nouveau servir ses clients, ses différents prospects. Donc ce site-là nous permet d'apporter une réponse en termes de rapidité d'opérationnalité. Donc on a déjà des marques d'intérêt de la part de porteurs de projets. C'est un site pilote qui est mis en avant au niveau national avec d'autres sites en France. Et on espère que ce dispositif nous permettra d'accueillir rapidement de nouvelles activités industrielles. Et puis, on a également une démarche de relocalisation d'activités industrielles. Pourquoi? Parce que on s'est aperçu, comme tout le monde, et parfois même dans la douleur avec la crise sanitaire, que notre tissu industriel n'est plus ce qu'il était en termes de pouvoir de satisfaction de commandes, par exemple de masques. C'était le cas il y a moins d'un an. On s'est aperçu que la réactivité n'était plus là parce que nous étions obligés de passer par des intermédiaires et notamment d'aller chercher nos produits à l'étranger. Certains industriels ou groupes industriels réfléchissent aujourd'hui à relocaliser leurs activités qu'elles ont parfois dans des contrées très lointaines, de relocaliser leurs activités en France. Et nous pensons à l'Aglo que anticiper sur ces décisions-là est aujourd'hui important, voire vital, pour pouvoir continuer à avoir des activités industrielles dignes de ce nom sur notre territoire et notamment sur l'agglomération. Donc ça, c'est en cours. C'est une étude qui vient d'être lancée avec le Haut-Val-de-Sèvres. Emmanuel parlait tout à l'heure d'activités et d'actions en commun. En voilà une de plus que nous réalisons ensemble. C'est pour cette étude que vous bénéficiez d'un accompagnement de la Banque des territoires? Oui, c'est ça. La relocalisation, d'accord. Il y avait une question toujours sur la box accueil. Quelles ont été les conséquences de la crise sanitaire sur la box accueil? Est-ce que ça a ralenti sa mise en place? Est-ce que ça a joué un rôle particulier sur les, on va dire les volets que vous proposez sur la box accueil? Je peux préciser la question, Caroline? Oui, bien sûr. Je ne vous avais pas vu. Je croyais que vous étiez parti. C'est pour ça que je ne pouvais pas donner la parole. Non, j'avais juste coupé ma caméra. Oui, comme c'est un rôle de relation, de mise en contact et tout, comment est-ce que c'est aussi facile à distance d'avoir les confidences des gens, de les mettre en confiance, enfin, toutes les relations que vous développez, est-ce qu'elles n'ont pas été rendues compliquées par le confinement et la visio et tout ça? Alors, si je peux peut-être apporter un élément de réponse, c'est que la box d'accueil, elle a deux phases. Elle a une première phase d'information et elle a une deuxième phase de mise en relation, effectivement. Et dans sa première phase d'information sur ce qui existe sur le territoire, la box d'accueil, elle doit être dématérialisée et elle doit être accessible à distance et elle doit être disponible en quelques clics sur Internet. Ça, c'est sûr. Oui. Maintenant, pour la suite des relations, Stéphanie, je ne sais pas si tu as eu le cas, toi, pendant la crise. Nous, on l'a pas vécu, donc je peux pas témoigner, mais est-ce que tu as vu des freins, si j'ai bien compris la question, du Covid sur cet accueil des candidats? Alors non, et puis on en est nous au démarrage aussi de cette box, donc on n'a peut-être pas assez de recul. Mais à aujourd'hui, comme l'a dit Louis-Marie, on est aussi sur des échanges qui sont complètement dématérialisés et dans l'instantanéité. Donc, il n'est pas noté aujourd'hui de ralentissement par rapport à ça. Peut-être Emmanuel, toi, tu as eu d'autres expériences? Chez nous, on a senti, dès la fin du premier confinement encore plus de demandes parce que je pense qu'il y avait beaucoup de candidats, enfin, beaucoup de personnes qui se tâtaient pour quitter les grandes villes et là, je crois que le premier confinement a achevé la chose. Après, c'est toujours dématérialisé, ça l'était déjà avant, parce que les premières étapes, les candidats ne sont pas sur le territoire, donc c'était déjà dématérialisé. Ça n'a pas changé.
du tout. On a juste eu plus de candidats, encore plus. Merci beaucoup. On a une question concernant l'articulation des dispositifs avec d'autres politiques territoriales comme les pôles de compétitivité, notamment les pôles qui se situent en région Nouvelle-Aquitaine ou Pays de la Loire. Comment vous gérez en fait l'articulation entre les différents dispositifs qui sont mis en place par l'État, notamment voilà, pôle de compétitivité, ça peut être cœur de ville, site clé en main, territoire d'industrie. Comment vous parvenez à finalement combiner et à tirer avantage de l'ensemble de ces dispositifs? Peut-être que je vais essayer d'apporter un élément de réponse. Allez-y. En ce moment, c'est extrêmement compliqué. Les collectivités n'ont pas un nombre extensible, en tout cas d'agents. Et pour le coup, on est depuis le mois de mars l'année dernière et ce qui est venu un petit peu après, on n'arrête pas de recevoir des plans d'urgence, des plans de, voilà, de ceci, de cela, sauf que derrière, ben, les services, ils sont saturés, ils peuvent pas travailler correctement. On a d'un côté un État, et j'en reviens sur les surfaces dont on parlait tout à l'heure. Quand on crée un SCOT ou un PLUI, c'est pas en 6 mois qu'on le fait, c'est en 4 ans, voire 5 ans. On a commencé notre PLUI, nous, en 2015. On a travaillé avec les services de l'État, tout se passait bien jusqu'au printemps 2019. Au printemps 2019, une circulaire de l'État arrive en disant: on arrête les artificialisations des sols, on en redonne au monde agricole. Mais sauf que les 4 ans qu'on avait passé à travailler notre PLUI, on les prend et on les met quasiment à la poubelle parce qu'il faut recommencer au départ. Ça ne peut pas fonctionner bien comme ça. Il faut nous donner des bonnes lignes de conduite, des lignes directives, et qu'elles soient précises et qu'on n'en sorte pas. On n'est pas des danseuses, on ne sait pas sauter sur un pied, rebondir sur l'autre. Et à un moment donné, il faut être cohérent avec ce qu'on a sur les territoires. Et on est exactement pareil, enfin c'est exactement la même chose dans toutes les orientations dont on nous va en ce moment, les plans de relance, tout ça c'est très bien, mais à un moment donné, on peut pas suivre, on peut plus suivre. Donc de manière plus générale, et c'était un des enjeux à l'origine du dispositif, la simplification administrative, enfin, apparaît comme quelque chose de primordial. Vous avez parlé donc des problèmes administratifs liés notamment au changement de PLUI, etc. Est-ce qu'il y a d'autres domaines où vous observez ces blocages administratifs dès lors que vous souhaitez mettre en place un projet industriel à l'échelle de votre territoire? Oui, ça peut arriver quand on a des dossiers qui sont classés, ICPE. Dans ces cas-là, vous savez bien que c'est pas les intercos ni les communes qui instruisent les permis de construire, c'est l'État et là, forcément, ça va beaucoup moins vite. Donc on essaye de travailler ensemble et on le fait, hein. On a vraiment des services, qui sont efficients, mais malgré tout, on dépend de la lenteur de l'État. Il y a peut-être moins de personnel, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça devient plus compliqué de travailler avec eux. Un intervenant propose d'appliquer la notion de circuit court aux procédures administratives. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est, voilà, comme vous venez de le dire, c'est un problème de personnel, au niveau des services administratifs ou alors c'est qu'on a des longueurs de chaîne qui sont trop longues, en fait, pour répondre aux impératifs de terrain? Moi, je pense qu'il y a 2 choses. Il y a ce qu'on a appelé la décentralisation et la déconcentration. C'est des choses qui sont, à mon avis, assez positives. Maintenant, derrière, dans les circuits courts, quant à la prise de décision, il faut, aussi être extrêmement prudent. On ne peut pas laisser n'importe qui faire n'importe quoi. Pour ça, il faut quand même des personnes, avérées, assidues, qui sachent de quoi elles parlent pour pouvoir, donner un avis favorable sur un dossier. Et on peut pas demander à tous les citoyens de se positionner sur oui ou non on veut telle entreprise. C'est juste pas possible. C'est à un moment donné, il faut avoir une cohérence et une bonne vision de notre territoire et de l'avenir qu'on souhaite en faire en tout cas. Moi, je confirme que l'idée du circuit court, des, des- des circuits administratifs courts, me semble être une très, très bonne idée. Pas forcément facile à mettre en application. Ceci étant, Monsieur Pouvreau a parlé de Litch tout à l'heure, donc du groupement de chefs d'entreprise qui a répondu à un appel d'offres Litch. Là, on était dans une situation d'urgence puisque c'est une entreprise industrielle de l'aéronautique qui avait quasiment complètement brûlé pendant l'été 2018. Oui, 18, c'est ça. Et 18, 19. 19.
Ouais, 19. Et donc, en très très peu de temps, et grâce à la réactivité des services de l'État qui ont été fortement mobilisés et poussés par le préfet pour se mobiliser, on a réussi à trouver les solutions de relogement d'une partie de l'activité de Litch. C'est l'agglomération qui a œuvré dans ce sens-là. Et ensuite, la reconstruction du bâtiment industriel a été rendue possible justement avec ces entre guillemets circuits courts administratifs qui ont rendu possible donc un nouveau bâtiment opérationnel en quasiment un an. Est-ce que Madame Berry ou Madame Bodin, vous souhaitez ajouter quelque chose sur cette question? Oui, alors, en ce qui nous concerne, alors Litch, c'est vrai que c'était un point de départ, pas très gai parce que c'était un sinistre, mais ça nous a permis de mettre en place, un groupe de travail avec les services de l'État et l'Adréal, notamment quand on a à faire des ICPE, qui marche plutôt bien et qu'on réutilise maintenant pour des beaux projets industriels parce qu'il y en a cette année en 2021, c'est chouette et voilà, donc ça a permis peut-être le sinistre qui a fait qu'on est un petit peu obligé de travailler, plus vite, plus fort ensemble, mais on a pris des habitudes de travail et je pense que c'est comme la boxe accueil, mais dans un autre domaine, ça tient aux gens, ça tient aux liens qu'on tisse et il y a une réelle volonté, Donc là, par exemple, quand on a un gros permis de construire, on le travaille en amont avec l'entreprise, pour que, le permis, quand il est déposé, soit déjà quasiment, «accordé» entre guillemets. Après, il y a les délais normaux, mais pour vous dire, le permis de construire de l'entreprise qui avait brûlé, on l'a sorti en 3 semaines. Voilà, c'est des délais qu'on arrive à tenir maintenant parce qu'on se consulte tous en amont et qu'il y a ce souhait oui, de faire sortir au plus vite. Après, on peut pas être toujours dans l'urgence, hein, c'est pas l'idée, mais c'est vraiment voilà, de s'échanger sur les plus gros dossiers en amont. On a un petit peu les mêmes pratiques, de notre côté, hein, le président monsieur Joly parlait du rôle de facilitateur, hein, de la collectivité. Et effectivement, dans le cadre de projets, d'implantation ou de projets d'entreprise, l'idée, c'est de mettre tout le monde autour de la table et que, on puisse, alors avec les délais qui sont nécessaires de respecter, mais que, qu'on puisse faire avancer le projet le plus rapidement possible pour apporter toujours une réponse, à l'entreprise, au mieux, qu'elle soit la mieux calibrée et la plus rapide possible. Donc, on travaille également sur, dès lors qu'il y a un permis de construire, à mettre, autour de la table tous les services internes et externes à la collectivité qui vont avoir un avis à émettre et l'entreprise, une fois qu'elle vient présenter son projet et une fois qu'elle le dépose, derrière, il y a globalement pas de surprise. Elle sait que l'instruction en sera facilitée, pour donner un exemple. Voilà. Oui, pour Monsieur rebondir Joly? sur ce que Stéphanie et puis ce qu'Emmanuel vient de dire, effectivement, nous, ici, on appelle ça les réunions pré-PC, PC étant permis de construire. On met tous les interlocuteurs autour de la table, que ce soit l'État, que ce soit les services de défense incendie, que ce soit les réseaux eau, électricité. Et en fonction de ce qui est présenté, il y a des préconisations qui sont faites en fonction des besoins des utilisateurs ou des promoteurs. Et puis, comme l'a dit Stéphanie, à partir du moment où c'est écouté, eh ben, quand le PC tombe, tout se déroule très bien et il y a aucun souci. Merci beaucoup. Monsieur Pouvreau, tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que vous n'étiez pas natif, de Sèvres et je voudrais savoir les raisons si c'est pas trop personnel, bien sûr, les raisons qui vous ont poussé à venir vous installer, en fait, dans le territoire de Sévrien. C'est juste que j'ai été sollicité dans les années 2000 pour prendre la direction de l'entreprise. Donc pour des raisons professionnelles, mais honnêtement, je regrette pas parce que je suis attaché maintenant à l'entreprise, à la ville et puis bah, tous les citoyens, tous les Niortais. Justement, vous parlez de citoyens. Moi, j'avais une question justement sur cette gouvernance locale. Donc, on a un dispositif qui associe bien sûr industriels et élus. Et je voulais savoir dans quelle mesure vous associez en fait les citoyens à votre finalement à vos projets industriels parce que donner une identité industrielle à un territoire, c'est aussi finalement le partager avec les riverains, les citoyens. Donc, je voudrais savoir si vous aviez eu l'occasion de faire des consultations et puis dans quelle mesure en fait ça avait été bien accepté et voir si les citoyens s'étaient mobilisés justement
en faveur de projets industriels. Monsieur Lefebvre? Ouais, on a parlé en début de réunion des job dating. On a des job dating qui sont organisés. Et quand on voit le monde qui vient, et parfois des jeunes candidats qui viennent avec leurs parents, y compris sur des salons liés à la formation, sur les formations post-bac ou les formations apprentissage aussi, on s'aperçoit que les citoyens viennent, se renseignent et découvrent et apprécient les entreprises qui sont présentes sur le territoire, les territoires respectifs et viennent se présenter. Parce qu'aujourd'hui, il suffit pas de mettre une offre d'emploi avec un salaire derrière, il faut arriver à séduire un futur collaborateur, à l'inciter à venir, à se renseigner, à visiter l'entreprise et ensuite le convaincre de l'intégrer. Donc, les entreprises ne vivent pas, enfin, je ne vais pas parler à leur place, mais moi, ce que je vois de l'extérieur, les entreprises ne vivent pas isolées du monde dans lequel elles se trouvent. D'ailleurs, M. Prouveau disait tout à l'heure, mon usine se trouve quasiment en ville, c'est vrai, c'est presque, c'est pas le centre-ville, mais en tout cas, c'est dans le tissu urbain que se trouve l'usine Canametal. Et les citoyens vivent à côté et voient l'entreprise se développer et fonctionner. Monsieur Pouvreau, vous souhaitez compléter Il y a tout intérêt à ce que les gens soient informés des entreprises qui existent et puis qu'il y ait un partage. Et puis comme un de nos soucis, c'est le recrutement, si vous voulez, on est tout le temps en séduction, hein, c'est-à-dire qu'à une époque, on cherchait des clients. Donc, pour aller chercher des clients, on est prêt à tout. Ben, aujourd'hui, on passe même plus de temps à aller chercher des collaborateurs que des clients. Donc, évidemment, il faut essayer de séduire ces gens et leur montrer que voilà, on peut faire des belles choses dans les entreprises et entre autres les jeunes, les attirer vers des métiers comme ça où il y a un gros potentiel d'évolution. Donc ouais, nous moi je suis très proche des New-Yorkais. Puis une espèce de fierté aussi des collaborateurs d'échanger. Monsieur Bello, avez-vous l'occasion d'échanger avec citoyens, riverains et autres parties prenantes au territoire? Oui, alors on a des relations assez proches avec les deux mairies qui nous entourent, donc qui sont représentées par des citoyens et qui sont en plus locaux. On utilise aussi, on est au bord de la rivière la Sèvre niortaise, donc on fait et on échange avec l'association qui gère ces cours d'eau. Et puis peut-être pour prendre un peu de hauteur sur la géographie, ce qui nous fait échanger aujourd'hui avec les citoyens, c'est nos engagements, notamment sur nos produits, on a lancé il y a 2 ans maintenant des farines équitables, des farines respectueuses de l'environnement, et on a eu la bonne surprise de recevoir des candidatures spontanées pour des postes qui n'existaient même pas chez nous. De citoyens donc qui mettaient en plein milieu de leur lettre de motivation l'article de journal ou internet qu'ils avaient trouvé à notre sujet en nous disant voilà, j'ai vu que vous faisiez ça et j'aimerais bien travailler avec vous et pour votre entreprise. Donc ça fait très chaud au cœur. Il y a plein de choses qui sont faites dans toutes les entreprises et que toutes les entreprises ne disent peut-être pas. Donc, si on peut les inviter à le faire et à se rassembler pour le dire et le crier haut et fort, effectivement, moi, j'ai pu percevoir les effets bénéfiques. C'est que des personnes qu'on n'aurait peut-être jamais trouvées, auxquelles on n'aurait jamais pensé parce qu'elles sont éloignées, se sont déplacées pour travailler avec nous ou pour des convictions qu'on a partagées ou que certains journaux ont pu partager. Merci beaucoup. Monsieur Berry, vous aviez une question pour nos intervenants. Merci. Ça fait plusieurs fois qu'on parle des collaborateurs, de la recherche de collaborateurs. Et je crois que c'est Nicolas Pouvreau qui dit on passe plus de temps à chercher des collaborateurs que des clients. C'est dire si le manque est important. Je voudrais savoir en même temps quel est le taux de chômage dans la région. Enfin, avant la crise, mais est-ce qu'il est élevé en même temps ou est-ce qu'il est plutôt faible? Et s'il est élevé, comment expliquer le décalage d'une recherche permanente d'un manque de main-d'œuvre et de sureffectif au chômage? Le taux de chômage départemental est le plus faible de la région de Nouvelle-Aquitaine. Ah, bon.
D'accord. Donc c'est déjà une explication. Vous savez combien il est à peu près? Aujourd'hui, il doit être autour de 7. Oui. Il y a quand même 7% de gens au chômage. Et il y a un décalage de ce que propose, ce que j'allais dire, ce que fournit l'éducation et ce dont vous avez besoin. Moi, je ne pense pas qu'il y ait un décalage parce que aujourd'hui, les métiers sur lesquels on a du mal à recruter sont des métiers sur lesquels on forme en interne. Oui. Sont des métiers qui ne nécessitent pas forcément des études excessivement longues, mais qui nécessitent effectivement quelqu'un de volontaire et qui a envie de s'engager sur le long terme dans une entreprise pour être formé et monter en grade. Donc, nous, sur le métier de meunier, effectivement, c'est très spécifique. Il y a quelques écoles en France. Donc là, je vais vous dire, oui, c'est pas suffisant. Il nous faudrait 10 moulins pilotes en France pour former des futurs meuniers, etc. Mais c'est pas là où on a le plus de mal à recruter finalement, parce que c'est plus sur des postes d'agents de chargement, de caristes, d'agents de maintenance, et même en maintenance très simple, on a du mal à recruter. Mais je pense que c'est aussi partagé, en tout cas, c'est les échos que j'ai par bon nombre d'entreprises sur le territoire et peut-être même ailleurs en France. On a une question justement sur ce sujet. Est-ce que la question de la rémunération est un point de blocage pour les recrutements sur votre territoire? Moi, j'ai envie de répondre, c'est un peu comme les appels d'offres. Le prix a pris moins d'importance sur la qualité. Et je pense que les gens attendent un projet, comme l'a dit Louis-Marie, les gens ont des convictions, ont des envies, et donc non, c'est pas uniquement le prix. Il faut leur apporter quelque chose. Pour ça, je parlais de séduction tout à l'heure. C'est qu'il faut que vous leur apportiez autre chose qu'un salaire, quoi. Effectivement, une autre question, la Vendée a la réputation d'être très dynamique avec un patronat très solidaire. Quand on parle territoire industriel, effectivement, on cite souvent des territoires vendéens comme exemple. La question d'un de nos participants est: est-ce que la culture vendéenne a-t-elle débordé sur le Niortais? Ou alors est-ce que justement Niort a toujours été peut-être plus proche de la Vendée que par exemple de Poitiers ou La Rochelle? Je laisserai répondre les chefs d'entreprise après, mais faut pas faire de complexe avec les Vendéens, quoi. Les Vendéens ont de très très belles réussites. Eh bien, chez nous aussi, il y a de très très belles réussites. C'est juste qu'on le fait un peu moins savoir. Et puis, nos chefs d'entreprise sont solidaires et ils vont vous le dire. Monsieur Bello? Alors oui, effectivement, on n'a pas du tout à rougir face aux réussites vendéennes. Peut-être qu'on le fait moins savoir et peut-être aussi qu'on le fait un peu plus tard, mais mieux vaut tard que jamais. Quand je vois tous les dispositifs aujourd'hui qui nous rassemblent autour de projets et de réussite d'entreprise ou d'installation, de nouvelles installations d'entreprises sur notre territoire, je suis assez confiant pour l'avenir. Et j'espère qu'on parlera bientôt des Deux-Sèvres comme on parle de la Vendée en termes de réussite et d'exemplarité. Non, bah, je vais dire un peu la même chose. Quand je suis arrivé sur Niort, je me souviens, les gens que je connaissais me disaient: «Mais Niort, mais tu es fou d'aller là-bas». C'est une ville, alors il y avait une réputation, il s'était passé quelque chose, à l'époque, au niveau des médias, et donc Niort avait une image détestable. Hem, Maintenant, plus ça va, plus j'entends Niort comme un exemple. On l'a vu il y a pas longtemps aux informations, et je crois que c'est pas uniquement pour sa vie culturelle. Je crois que c'est aussi pour sa vie d'une façon globale, culturelle, sportive, industrielle. Donc non, non, au contraire, c'est plutôt les Vendéens qui vont bientôt être jaloux. Je peux Monsieur juste Berry, allez-y. Oui. Pour beaucoup de gens, Niort, c'est la capitale des mutuelles. C'est là que se trouvent les centres, les mutuelles, et on imagine qu'il y a tellement de mutuelles qu'il n'y a plus beaucoup de place pour d'autres activités. Et est-ce que, en fait, l'image des mutuelles, d'abord, est-ce elle est vraie, ou est-ce que c'est vraiment très important ce que représentent les mutuelles dans la région? Et est-ce qu'elle vous encombre ou est-ce qu'elle vous arrange? Alors, je pourrais pas vous donner, moi, la répartition exacte du nombre de salariés qui travaillent dans des mutuelles comparé à d'autres secteurs. Peut-être que certains des participants ont cette information-là. Moi, je prends
plutôt ça pour une chance, parce que les mutuelles attirent effectivement du personnel dans la région. Quand le conjoint travaille dans la mutuelle, l'autre cherche un travail dans une entreprise aux alentours. Donc ça nous offre des opportunités Oui, de c'est dans ce sens-là recrutement. que ça marche, oui. Ça peut aussi C'est marcher. peut-être dans ce sens, voilà, et on peut peut-être lui trouver une place dans un moulin. Donc, moi, je vois plutôt ça comme une chance. Et puis, certains ne passent pas leur vie à travailler dans une mutuelle et donc, à un moment, ont envie de se rediriger peut-être vers des structures plus petites, plus familiales, avec plus de proximité avec entre tous les salariés. Et donc, on a aussi des personnels très formés qui sortent de mutuelles et qui frappent à la porte de nos entreprises. Et c'est une bonne chose. J'ai pas aujourd'hui de concurrence, en tout cas, sur une personne hors du territoire qui viendrait s'installer dans les Deux-Sèvres et qui serait partagée entre la minoterie et une mutuelle. J'ai pas encore eu ce cas-là, donc pour l'instant, c'est plutôt des synergies entre nos entreprises qui marchent bien. C'est évidemment une chance d'avoir les mutuelles à Niort. C'est un atout considérable au point de vue financier, au point de vue activité en termes d'emploi tertiaire, mais également en termes de présence d'activité de sous-traitants des mutuelles. Niort est une ville où il y a des agences de com et des agences informatiques, et c'est ce qu'on appelait les SS2I, qui sont présentes en nombre important, en compétences importantes, qui donnent à Niort une surdimension dans ce domaine et dont les entreprises industrielles doivent savoir profiter aussi. Donc c'est un atout véritable. Très bien, merci beaucoup. Je vais terminer ce webinaire en remerciant l'ensemble de nos intervenants d'avoir répondu à toutes ces questions et nous avoir fait mieux découvrir le territoire niortais au Val-de-Sèvres. Merci à tous.